Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur cette deuxième session du webinaire consacré au métier de l'électricité dans la démarche BIM. Donc, je suis Marseille Beltré, c'est moi qui vais vous accompagner sur ce webinaire et vous présenter cette deuxième session qui est consacrée au démarrage d'un projet électrique dans une démarche BIM qui va essentiellement se concentrer sur la phase de planification et programmation d'un projet en BIM. Donc concrètement, on a commencé cette session de webinaire, cette série de webinaires en faisant un état des lieux le mois dernier. Et on va se positionner aujourd'hui sur le démarrage d'un projet d'une installation électrique. Et courant les mois suivants, donc le mois prochain, on abordera la partie conception. On rentrera dans le vif du sujet sur la partie modélisation d'une maquette électrique BIM. On en parlera de famille, etc. Puis la partie exécution et enfin la partie gestion, exploitation, maintenance qui sera abordée. Alors, dans les autres sessions, j'aurai des invités qui vont commenter le sujet avec moi. Donc, ce sera des invités, des acteurs, des acteurs connus du domaine de l'électricité, avec qui on va aborder ce sujet. Donc, tous les sujets qui couvrent l'aspect du BIM et du projet, etc. Donc, on va commencer par faire une présentation une présentation du webinaire. Donc, on commencera par présenter l'entreprise et l'activité de l'entreprise. Puis, on abordera le contexte énergétique qui impulse la démarche et qui nous permet aussi, qui va nous permettre aussi d'identifier dans cette phase programmation l'intérêt en fait du lot électrique dans cette phase. On sait qu'aujourd'hui, concrètement, on n'intervient pas vraiment sur la partie modélisation dans les phases esquisses, avant-projet, mais l'idée ici, c'est justement d'ouvrir le débat sur cette première phase et puisqu'il fallait couvrir l'ensemble des phases d'un projet, et je me posais la question comment le lot électrique peut intervenir dans ce sujet. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt, et c'est sur quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on va identifier l'AMOA, donc le BIM et le lot électrique, courant fort, courant faible. Et on va définir le cadre du projet BIM électrique, les atouts de Revit dans la modélisation de la maquette électrique, surtout sur cette phase. À savoir que dans toutes les phases dans les différentes sessions de webinaire qu'on va aborder, les sujets abordés ne concerneront que la phase en question. Donc là, on va vraiment se concentrer sur cette phase planification avant projet et on va détailler le reste par la suite. Donc, on finira par une conception préliminaire en BIM électrique et comment on va organiser les échanges relatifs au projet, etc. Et donc, on finira par une conclusion et enfin une question-réponse. Donc, présentation de Man & Machine. Man & Machine, donc c'est un groupe qui représente un nombre assez important de collaborateurs. Et on est aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs, donc c'est un groupe qui est créé en 1984, qui dépasse aujourd'hui les 250 millions de chiffres d'affaires et avec une soixantaine d'implantations à travers l'Europe. Et c'est
voilà, donc on a une activité qui couvre tant l'aspect développement de solutions que la revente de solutions partenaires de type Autodesk, de type Oracle, à savoir que notre activité couvre tant la partie tertiaire, architecture, construction, infrastructure, génie civil, que la partie manufacturière où on a différentes entités qui couvrent ces données. Donc notre activité couvre essentiellement le BIM. Sur la partie tertiaire, on est premier partenaire, un partenaire majeur d'Autodesk parce qu'on offre différents services du fait d'être un partenaire Platinum. On offre la possibilité de se certifier. On est centre de formation ATC, donc on fournit l'ensemble des solutions Autodesk. Et donc on fournit un certificat sur l'ensemble des formations qui sont suivies chez nous, et donc puisqu'on dispose des ensembles des accréditations d'Autodesk, et l'ensemble de nos acteurs formateurs sont aussi certifiés sur ces sujets. Le BIM au service du projet, à savoir que aujourd'hui, Man & Machine, on a une stratégie d'associer nos compétences, les compétences métiers, avec des solutions technologiques métiers pour pouvoir répondre à un besoin client, pour les accompagner dans la transformation digitale. Donc, on associe nos compétences avec les différentes solutions sur lesquelles on développe une expertise. Et pour l'efficacité des acteurs, on accompagne les différents acteurs par la formation. Donc, on est centre de formation, à savoir qu'on est Datadoc, on est partenaire Atlas, on est partenaire de tous les autres cas. Nos formations sont éligibles au CPF. Donc, l'idée, c'est d'associer nos formations aux certifications des acteurs. Donc, on forme les acteurs aujourd'hui, on est capable de les accompagner, sur la certification afin qu'ils soient identifiés comme des utilisateurs sachant sur les différentes solutions. Et voilà. Donc, on associe vraiment l'aspect formation, l'aspect solution. Donc, on déroule aussi une formation, un cursus de formation BIM qui couvre en fait l'ensemble des besoins dans le BIM, à savoir sur la partie modélisation. On va pouvoir certifier les acteurs après qu'ils aient suivi un cursus de formation de modélisation sur les différentes solutions, que ce soit Revit, au Navisworks. En fait, on va pouvoir certifier l'ensemble de ces acteurs parce qu'on est accrédité Certiport pour pouvoir identifier les acteurs sur les différentes solutions logicielles. Puis on va pouvoir les former et certifier aussi sur les cursus de coordination BIM et de BIM management, à savoir qu'aujourd'hui, on propose un programme de formation et de certification qui est certifié Building Smart. Donc aujourd'hui, on est capable d'accompagner vos acteurs sur ces certifications, sur ces formations aussi. Donc on développe un plan d'accompagnement ou d'implémentation BIM auprès des différents organismes en développant plusieurs parcours, à savoir en analysant les différentes stratégies d'entreprise, en décrivant une feuille de route, en développant des guides BIM. Aujourd'hui, on est capable d'accompagner les différents acteurs, les entreprises dans l'implémentation, dans la stratégie qu'ils veulent développer sur le BIM, donc en faisant bien sûr des audits et en implémentant progressivement la démarche BIM dans l'entreprise, en prenant en compte bien sûr l'existant et faire une évolution étape par étape avec différents parcours qui permet en fait à l'entreprise d'être autonome par la suite et de progressivement
développer sa propre stratégie, sa propre guide BIM en interne. Et on accompagne bien sûr nos partenaires sur de la modélisation de projets, sur de la prestation de modélisation. Voilà, donc on est auprès de vous, on est auprès de nos clients, tant sur l'accompagnement, formation, projet et que sur la partie stratégie du BIM. Donc, les équipes Man & Machine BIM sur l'Europe, c'est plusieurs entités, donc à savoir que Man & Machine fait du BIM en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Italie, donc c'est vraiment une grosse équipe qui partage des connaissances, avec un vrai retour d'expérience qui nous permet aujourd'hui de développer une vraie stratégie, une vraie compétence autour de ce sujet. À savoir que Man & Machine est membre actif de l'association Building Smart International, donc, qui nous permet aujourd'hui de dérouler notre programme de formation certifiant BIM Ready sur l'Europe et d'avoir une vraie valeur ajoutée sur ça. Donc voilà, sur l'aspect Man & Machine et pour l'aspect Man & Machine et ça, la position de Man & Machine par rapport au BIM. Donc aujourd'hui, une fois qu'on a posé ce contexte de Man & Machine, on va aborder l'aspect énergétique, à savoir pourquoi on va faire de l'électricité en phase conception et même pourquoi on fait du BIM en électricité. Aujourd'hui, concrètement, sur beaucoup de projets en électricité, ce qu'on peut constater, c'est que souvent, on a un projet qui est en BIM, qui continue en phase exécution sur AutoCAD. Il est en phase pro, en fait, en toute la phase conception et sur Revit. Généralement, il est fini sur AutoCAD. Le projet, il est bien entamé sur AutoCAD, voire fini sur AutoCAD. Et par la suite, on va reprendre, on va ressaisir une maquette Revit. Je vous parle de cette expérience parce que c'est quelque chose qui nous arrive fréquemment de sous-traiter pour des clients, pour nos partenaires, des accompagner sur ce type de projet, et qu'on voit qu'il y a une vraie rupture dans la chaîne d'information sur le lot électrique et sur beaucoup de projets où une grosse partie, surtout sur la partie exé, continue sur AutoCAD. Donc aujourd'hui, il faut améliorer ce processus. Il faut analyser pourquoi l'électricité est importante dans la démarche et donc identifier les tâches, identifier les usages et voir comment, donc dans différentes phases, on va pouvoir implémenter le lot électrique. Donc, si le coût des bâtiments en sous-performance énergétique, ici, je me base sur une analyse de l'IAI qui identifie un petit peu la consommation, la consommation de l'énergie par rapport la surconsommation énergétique des bâtiments. Il faut savoir aujourd'hui 40% de l'énergie aujourd'hui est consommée par le bâtiment, 40%. Et un tiers environ des émissions mondiales de gaz à effet de serre donc, provient de cette consommation énergétique des bâtiments. Donc, 30% de l'énergie est gaspillée et on va dire 60 milliards, qui représentent 60 milliards de dollars, un coût pour les entreprises par an. Donc, il y a un vrai boost énergétique, il y a une vraie optimisation à faire. Donc, l'énergie, la consommation énergétique est au cœur du sujet BIM. Donc, bien sûr, on a dans des process de faisabilité, d'optimisation du projet, mais ce n'est pas une nouvelle. Je vous annonce, c'est pas une nouvelle, c'est que je vous annonce que la consommation énergétique est au cœur de la démarche BIM. Donc, quand on fait du BIM, effectivement, faut comprendre pourquoi, il faut identifier les objectifs et la réduction de la consommation énergétique est un objectif. Donc, l'IAI a pour un objectif de 2030 d'atteindre zéro carbone sur la réduction des énergies et la réduction, voire l'annulation totale de l'énergie fossile. Et donc, avec en 2025 une réduction à 95% de cette énergie.
Donc, l'idée de ces objectifs, c'est de réduire drastiquement cette consommation énergétique par le bâtiment. Et pour atteindre ces objectifs, il faut mettre en œuvre des stratégies de conception durable innovantes, notamment par le BIM, en analysant, par exemple, de systèmes de photovoltaïque ou d'alimentation ou de production énergétique très tôt dans le projet. Donc l'idée, c'est aujourd'hui comment on va pouvoir, lorsqu'on démarre un projet, optimiser, analyser analyser ou simuler la production énergétique pour prendre en compte les différentes possibilités de production énergétique, donc photovoltaïque, éolienne et autres sur le projet. Bien sûr, tous les projets ne sont pas n'ont pas cette possibilité d'intégrer du photovoltaïque ou n'ont pas forcément des espaces. Mais l'idée justement du BIM et de ces étapes, c'est de pouvoir analyser et de voir comment on va pouvoir intégrer ça. Et c'est vrai que c'est un sujet qui ne peut être porté que par la maîtrise d'ouvrage. Savoir aujourd'hui qu'on va lancer un projet, on va construire un nouveau bâtiment, et c'est dans ces premières phases, c'est la maîtrise d'ouvrage qui commande, qui a son projet et qui a cette idée de pouvoir optimiser, de pouvoir mieux construire et en intégrant de nouvelles sources d'énergie. On peut aussi réduire cette consommation, en fait, on doit aussi réduire cette consommation en développant et en adoptant une stratégie Smart Grid et avec une stratégie Smart Grid, parce que effectivement l'électricité, comme on en a parlé sur le premier webinaire, je ne sais pas si tout le monde a suivi sur le webinaire, l'électricité, on doit avoir une vision à l'échelle du territoire, on va avoir une vision avec une gestion SIG, parce qu'effectivement, la distribution ne commence pas au bâtiment. Hein. Donc, c'est tout un ensemble, c'est toute une chaîne qui va venir alimenter ce nouveau bâtiment, qui va venir alimenter ce nouveau projet. Donc, il faut avoir une réflexion et une stratégie Smart Grid et intégrer cette donnée. Donc, l'aspect SIG aussi est très important dans la démarche électrique, comme on en a abordé précédemment, et on développera cet aspect aussi dans les autres sessions, quand on rentrera dans cet état où il faut identifier les réseaux existants, où il faut gérer effectivement toute la distribution pour un fournisseur d'énergie ou autre qui justement a tout un ensemble d'actifs, tout un ensemble d'équipements, de distribution, de réseaux à gérer à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est aussi avoir cette démarche Smart Grid et de production et de consommation intelligente qu'on va pouvoir réduire ces données. Qu'on va pouvoir réduire cette consommation énergétique. Donc, encore une fois, on va positionner la maîtrise d'ouvrage au centre du projet pour c'est elle qui va rythmer, le besoin en BIM. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on démarre un projet BIM, que sur l'ensemble des projets sur lesquels, par exemple, j'ai pu intervenir, les objectifs clairement identifiés en électricité ne sont pas forcément toujours bien identifiés. Savoir qu'effectivement, on va faire des maquettes, on va implanter les réseaux, on va faire du calcul d'éclairement, mais concrètement, pourquoi on va faire du BIM, pourquoi on va développer l'électrique dans la démarche BIM, ça va être le sujet de ce webinaire. Et donc, il va voir en fait comment, en mettant la maîtrise d'ouvrage au centre du projet et qui cadre le projet de construction, c'est de pouvoir mieux penser le projet pour mieux installer les équipements et pouvoir mieux les utiliser par la suite. Donc, la maîtrise d'ouvrage doit être au centre pour cadrer.
effectivement, lorsqu'on est dans les différentes phases, c'est elle qui va définir les besoins, c'est elle qui va définir le niveau de développement attendus de tous les équipements, c'est elle qui va définir quels sont les détails qu'on va avoir dans chaque famille. Et donc, tout ça va être défini et préparé par la maîtrise d'ouvrage sur différents contrats et sur différents documents. Donc, voilà pourquoi on va identifier ici la maîtrise d'ouvrage, le projet, le BIM et le lot électrique dans cette phase. Donc, comment on va identifier la maîtrise d'ouvrage? Dans un premier temps, le cycle de vie d'un projet. Juste une première vue sur les phases d'un projet. On a ces premières phases, ces phases préalables où la maîtrise, et cette phase préalable est très importante, où la maîtrise d'ouvrage va projeter, va avoir son idée et va d'abord analyser les faisabilités. Et c'est d'ailleurs dans cette première phase, d'ailleurs, qu'on n'intègre pas concrètement dans les phases du projet, où la maîtrise d'ouvrage va simuler, ou plutôt projeter l'idée d'un bâtiment, l'idée d'un projet qui va être alimenté par des panneaux, qui va pouvoir simuler cette idée d'intégrer de nouvelles ressources énergétiques dans son projet. Donc, dès cette phase de faisabilité, il y a toujours possibilité d'analyser par des aspects volumétriques, par des aspects conceptuels, les surfaces disponibles pour implanter des photovoltaïques, voilà, faire une étude de simulation très tôt dans cette phase pour pouvoir lancer un programme qui irait dans ce sens. Donc aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage peut très bien faire appel à des ingénieurs électriciens pour pouvoir étudier la faisabilité d'une production énergétique dans son programme. Donc après, on va voir les différentes phases qui va couvrir le projet et bien sûr, comme on sait, la durée de vie du projet court durant cette phase d'exploitation où justement le lot électricité va vivre, va évoluer, va changer, etc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on va identifier ce lot dans ces différentes phases et comment on va y répondre avec les solutions existantes aujourd'hui. Donc, ce que j'essaie de faire, pourquoi porter un projet dans une démarche BIM? L'usage BIM permet de simuler avant de construire et avant de gérer. D'abord, on ne fait pas du BIM pour faire du BIM. On peut faire du BIM pour faire du BIM, c'est souvent le cas. Voilà, on veut être à la page technologique et en plus c'est très à la mode. Donc on va faire du BIM. On fait du BIM parce que effectivement c'est la mode, tout le monde en parle, tout le monde veut en faire. Et donc on fait du BIM sans forcément de stratégie, sans organisation derrière. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficient dans la démarche. Le BIM doit être au service du projet. Et, notamment spécifiquement sur le lot électrique, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, quand on intervient, qu'on nous dit que oui, est-ce que dans la maquette on fait les routages de câbles, est-ce que dans la maquette on fait la distribution des circuits, est-ce que dans la maquette on a les équipements qui sont connectés, est-ce que voilà. En fait tout ça ne peut répondre, ne peut être le résultat que d'un besoin. Et, tout ça ne peut être le résultat que d'un besoin. Et c'est pour ça qu'il est indispensable que la maîtrise d'ouvrage identifie ses besoins, identifie ses usages pour pouvoir rythmer, pour pouvoir guider les acteurs électriciens dans le projet et ne pas justement arriver dans cette session du projet. À savoir, dans cette phase qu'on parlait précédemment de pré évaluation du projet ou d'études de pré-opérationnelle, on a cette possibilité aujourd'hui d'identifier, de positionner l'analyse de simulation ou la simulation de production photovoltaïque
qui va par la suite guider guider le programme, guider les différentes phases du projet. Parce qu'effectivement, quand est-ce qu'on va décider de mettre enfin, d'intégrer des panneaux photovoltaïques dans le projet, il faut bien avoir analysé en amont la faisabilité de ça. Donc c'est pour ça que les acteurs électriciens sont aujourd'hui, peuvent très bien ou sont concernés par ces premières phases et doivent être intégrés, doivent être pleinement impliqués pour par la suite évaluer les consommations en fonction. Parce qu'en fait, une fois qu'on va définir ce programme, le programme va être constitué bien sûr du dossier de site, les objectifs, l'expression du besoin des surfaces, et, les exigences fonctionnelles du projet. Et, voilà. Vous connaissez les éléments d'un programme. On va avoir les niveaux de performance technique, les exigences thématique. Une exigence thématique peut très bien être l'intégration des énergies vertes dans le programme. Et bien sûr, on va aussi connaître les fiches des espaces. Dans ces fiches des espaces, on identifie la maîtrise d'ouvrage, on identifie déjà le besoin en consommation, à savoir des attentes électriques, des équipements, des prises, voilà, prédéfinis en fonction du type du bâtiment, en fonction du type de projet, on sait dans quel type de locaux, on va avoir quel type d'éléments. Donc déjà, on peut très tôt avoir une idée, on peut travailler par ratio, avoir une idée des puissances qui va être nécessaire à produire pour pouvoir alimenter les différents équipements. Donc pour vous dire que l'analyse, en fonction du besoin, très tôt, on peut être intégré. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, si on veut vraiment rendre la solution la plus efficiente, quand on intervient sur différents projets, je vous montrerai par la suite les différents cahiers de charge, qu'on intervient souvent tard et voilà. Je pense qu'on peut optimiser la démarche. Donc, c'est pour ça qu'il est important de définir le cadre du projet dans lequel on va intervenir. Donc aujourd'hui, concrètement, le projet, bon, il coule sur différentes phases, comme on connaît, donc esquisse, avant-projet détaillé, synthèse, construction, exploitation. Et on voit que aujourd'hui, dans un processus normal, dans un processus classique, dans un processus traditionnel, aujourd'hui, à chaque phase, on refait et on perd du temps, on perd des données puisqu'on doit les refaire. Et surtout entre la phase, lorsqu'on n'est pas dans une démarche PIM, hein, surtout entre la phase des pro et exé, ou encore une fois, qu'il n'y a pas de continuité de la donnée, voilà, il faut refaire, il faut souvent refaire d'ailleurs, parce que encore une fois, c'est l'installateur qui va porter la responsabilité, mais la continuité du projet se perd, le processus, la continuité de l'information se perd, et voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, c'est déjà le cas pour l'ensemble des lots, mais il est indispensable que la MOA impulse ou définit dans chaque phrase, dans chaque livrable ou les attendus de chaque livrable, les données spécifiques à l'électricité, parce que sous forme de chemin de câble, de réseau ou d'implantation d'équipements ou de nomenclature, mais dans un objectif d'utilisation, dans un objectif d'exploitation par la suite, et pour pouvoir clairement intégrer toutes les variables électriques, tous les usages du métier d'électricité dans le processus, à savoir produire un plan d'implantation, produire un schéma d'armoire, produire ces différentes données. Donc, ce projet, il va être cadré effectivement par des contrats. On a déjà vu précédemment, donc on va avoir la charte BIM, qui va être un document le document de la maîtrise d'ouvrage qui va reprendre un petit peu les méthodologies, la façon de faire, le guide de la maîtrise d'ouvrage.
de cette charte, on va déduire un cahier de charge BIM. Ce cahier de charge BIM, on va décrire un petit peu les spécificités du projet, les objectifs du projet, l'organisation du projet, les acteurs du projet, qui va faire quoi, les attentes. En fait, c'est dans ce cahier de charge que la maîtrise d'ouvrage va définir ses exigences en BIM. Donc aujourd'hui, on va détailler un petit peu ces aspects. On va rentrer un petit peu dans le détail et on abordera l'aspect convention de conception et convention d'exécution BIM sur les autres webinaires. Sur les autres webinaires. Et donc, du coup, concrètement, la charte BIM. La charte BIM propose une vision du BIM à court, moyen et long terme au sein d'un même patrimoine immobilier. Et donc, on va retrouver les objectifs BIM sur l'ensemble du patrimoine immobilier, le budget le budget pour entamer le passage du BIM, le calendrier. En fait, la charte BIM décrit, comme on le disait, vraiment la méthode, les méthodologies, la stratégie de la maîtrise d'ouvrage de manière globale. On va avoir ce cahier de charge BIM qui va être la continuité en fait du cahier de charge qu'on a vu en amont, avec une vision qui va être portée sur le projet et avec les buts à atteindre en matière de BIM, en matière de typologie de bâtiments, et on va y intégrer l'ensemble des données. Comme on disait tout à l'heure, pourquoi on va faire le BIM? Est-ce que c'est un BIM qui va couvrir la phase conception jusqu'en gestion exploitation? Et donc, toutes ces données vont être gérées dans le cahier de charge BIM qui est généralement rédigé par un AMO BIM qui est associé à la maîtrise d'ouvrage sur le projet. Donc, dans ce cahier de charge, bien sûr, on va définir de manière précise le but à atteindre du projet, avec des besoins de maintenance, comme on a dit. On va écrire les données du format IFC, on va décrire les conventions de nommage, les types de couleurs, on va décrire le projet, par exemple, de quelle couleur vont être les chemins de câbles, de comment les équipements vont être nommés, les caractéristiques et les propriétés des familles. Voilà. Et donc, du coup, on va décrire essentiellement aussi ce qu'on appelle les loads, le niveau de développement graphique et le niveau d'information du projet, à savoir un luminaire, par exemple, ou un moteur, une prise. Cet équipement peut être, en fonction de la phase du projet, être décrit de manière plus ou moins détaillée jusqu'à définir concrètement l'équipement. Et donc, c'est dans ce cahier de charge qu'on va décrire l'ensemble des détails de cet équipement. Je vous donne un exemple ici que je reprends sur la Société du Grand Paris qui organise, comment il va organiser ses documents. Ici, il va définir un cahier de charge des grandes lignes de l'organisation. De ce cahier de charge, ce cahier de charge va être associé à un guide de production de données qui va être associé à des annexes sur les objets. Donc, ces annexes, ils vont décrire les objets et les propriétés qu'on va y intégrer. Et après, il va avoir un autre annexe qui va décrire les différents livrables 2D. Donc, tout ça, ça va faire partie du cahier de charge. Il faut savoir qu'un cahier de charge, ce n'est pas forcément qu'un document, c'est un ensemble de documents et d'annexes, enfin, ça peut être un ensemble de documents et d'annexes qui va décrire décrire l'installation, qui va décrire la conception. Et à chaque fois dans ces données, on va identifier bien sûr le LOELEC et comment les éléments doivent être définis dans le projet. Ici, par exemple, sur la convention, ici sur la convention, une fois qu'on a défini ça, la convention BIM va être prise en charge par la MOE. Après, les entreprises peuvent prendre en place une convention d'exécution BIM ou un plan d'exécution BIM en fonction de comment on nomme le projet. Ici, je vous donne un autre exemple du cahier de charge d'Habitat 76.
qui va décrire un petit peu les attentes en fonction des phases du projet. Esquisse avant projet final, pro, exécution DO. On voit très bien qu'ici, par exemple, sur la phase esquisse, voilà. Les attentes, par exemple, sur le courant fort, courant faible, on ne va pas avoir d'attente ici. Dans ce cahier de charge, sur ce projet, on va surtout aborder ces aspects sur ces maquettes en pro, sans doute pour diverses raisons, ou sur ces phases, le lot ELEC en courant fort, courant faible n'est pas défini, va surtout être défini ici en pro. Donc, effectivement, si on analyse ce besoin par rapport à ce qu'on dit précédemment, donc il faut effectivement identifier l'objectif du cahier de charge. Hein. Là, effectivement, c'est pour ça que je ne le sors pas de son contexte et donc, on prend bien en considération, c'est un exemple, sorti d'un contexte, d'un projet, mais il est essentiel, je pense, voilà, que les maîtrises d'ouvrage prennent en compte que l'optimisation peut être vraiment faite en amont pour pouvoir arriver dans cette phase et qu'on soit dans une phase où on a déjà défini l'installation et qu'on ne soit pas encore en train de défaire pour refaire. Donc ici, on va aussi aborder les cas d'usage. Les cas d'usage qu'on peut extraire d'un cahier de charge. Ici, c'est la source du guide méthodologique des conventions BIM Média Construct, où on va identifier les cas d'usage d'un projet BIM. Savoir qu'on va définir de l'analyse et vérification du programme, analyse de performance effective de l'ouvrage. Bon, si on devait faire effectivement ces aspects en phase programmation, esquisse du projet, on pourrait identifier un usage BIM électrique sur l'aspect analyse de production, électrique par des panneaux. Donc, en fonction des phases et en fonction des attentes de la maîtrise d'ouvrage, le cahier de charge va décrire des usages attendus. Par exemple, production des livrables, par exemple ici la modélisation et conception, donc on va pouvoir implanter, modélisation des objets, par exemple dans une certaine phase, on va falloir implanter les équipements, donc dans cette phase, cet usage va être attendu. Donc dans les différentes cahiers de charge, on va reprendre ces listes d'usages qu'on va bien sûr décliner et décrire en fonction. Je vous donne ici un autre exemple d'un cahier de charge d'Habitat 76 sur la partie esquisse. Les attendus. Les attendus vont essentiellement concerner le bâtiment et on a bien sûr ce bâtiment qui va être de type volumétrique, c'est un volume vide parce qu'il va être plutôt conceptuel. On va pouvoir utiliser pour cette maquette pour en faire des études analytiques. Et donc en fait, ces études analytiques prennent pleinement en compte cet aspect d'analyse solaire et de distribution énergétique. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, on se retrouve donc dans ces premières phases à définir un load. Donc, encore une fois, le load est le niveau LOD pour Level of Development ou un niveau de détail en fonction de ça, c'est les niveaux de détail qui ont été sortis sur le moniteur. Bon, je ne veux pas reprendre la genèse du BIM, mais ce qui est intéressant ici et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la maîtrise d'ouvrage qui va définir son niveau load. Qu'est-ce que j'attends d'un load 200 sur un équipement, comment l'équipement doit être décrit dans les différentes phases. Donc ici, on va se concentrer dans cette phase donc sur l'analyse d'impact, sur l'analyse des sources énergétiques possibles et comment on va produire cette énergie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de simuler la production énergétique à partir d'une maquette conceptuelle de type Revit ou autre? Et c'est ce qu'on va voir, juste après, et comment on va aborder ce sujet. Donc, les atouts de Revit, par exemple, dans l'analyse préliminaire. Donc, Revit va vraiment permettre va proposer différents outils pour pouvoir aborder ce sujet
à savoir qu'il va nous permettre de faire des modèles énergétiques. Et ces modèles énergétiques vont nous permettre de faire plusieurs simulations. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure des loads qu'on a vus précédemment, la maquette va évoluer et le modèle énergétique va évoluer. Donc, une maquette équipée, une maquette avec les éléments qui sont définis, avec les équipements qui sont définis. Donc, on va pouvoir optimiser et faire évoluer son analyse. Et c'est vrai que si j'ai beaucoup d'électriciens qui sont présents à ce webinaire, c'est vrai que nous, notre démarche commence à partir du moment où on a implanté les équipements, qu'on connaît, qu'on va distribuer ou autre. Mais si on est toujours, encore une fois, on reste focus dans cette idée où on veut optimiser la consommation énergétique, on va pouvoir simuler la production différemment, on va pouvoir faire plusieurs scénarios, savoir qu'aujourd'hui c'est dans cette ère qu'on aimerait évoluer, à savoir que si une maîtrise d'ouvrage souhaite intégrer de nouvelles sources d'énergie dans la consommation de son bâtiment, c'est nous, acteurs électriciens, qui vont pouvoir simuler et produire les données et pour pouvoir mieux porter ce type de projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir, on va voir, donc Autodesk Revit va proposer des outils qui vont vous permettre de réaliser des modèles, va pouvoir faire des analyses solaires, qui va pouvoir faire des analyses de masques à partir du modèle, et donc simuler aussi l'aspect photo, l'aspect d'intégrer des panneaux photovoltaïques en fonction des équipements qu'on va utiliser. On va pouvoir générer ces modèles. Donc, bien sûr, l'analyse d'ensoleillement, donc on va pouvoir visualiser et quantifier la distribution et l'intensité du rayonnement solaire sur les surfaces du modèle. Donc, faire une réelle analyse d'impact sur l'orientation du bâtiment, sur les bâtiments qui sont autour, sur est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer ces données. Donc, comment ça va se présenter? Donc, aujourd'hui, concrètement, dans Revit, on va pouvoir générer des volumes. Ça peut être vraiment un volume basique. Là, j'ai mis des fenêtres, mais ça peut vraiment être un volume complètement basique qui va, à partir duquel on va pouvoir générer un modèle analytique et pour pouvoir générer ces analyses. Il existe différents outils qui permettent de le faire. Je vous présenterai un outil par la suite. Mais dans la suite Revit, Autodesk et Insight, il y a vraiment des bases qui permettent d'optimiser l'analyse. Par exemple, ici, sur la création d'une consommation énergétique, on va pouvoir clairement et rapidement, par exemple dans Revit, ici on va créer un bâtiment rapidement à partir d'un volume quelconque, hein, on crée un volume extrudé à partir desquels rapidement on va identifier les niveaux. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, encore une fois, si on intervient pour une maîtrise d'ouvrage, pour analyser concrètement un projet, rapidement, vous voyez, on sketch le volume, on est dans ces phases d'analyse où on va pouvoir identifier le modèle, le type de bâtiment, le pourcentage de vitrage qu'on pourrait y avoir dans ce bâtiment, identifier quel type de bâtiment que ça va être, est-ce que c'est une école, est-ce que c'est des bureaux, voilà. Donc on va identifier le bâtiment à partir de ces volumes, on va le localiser, hein, identifier le bâtiment où est-ce qu'il se trouve, qui va aussi reprendre tout ce qui est les stations météo, il va identifier les stations météo et reprendre toutes les données depuis Revit pour pouvoir justement utiliser ces données pour faire une analyse. Et à ce niveau, on va pouvoir générer donc le modèle énergétique où il va générer par exemple le bâtiment avec les 50% de vitrage qu'on a identifié dans le modèle. Et de là, on va tout simplement exporter sur Insight. Et de là, on va pouvoir faire différentes comparaisons, différents scénarios
pour pouvoir voilà, gérer et simuler le bâtiment en fonction des données techniques qu'on a saisies dans Revit. On a choisi le type et le modèle de bâtiment dans Revit, on arrive avec les caractéristiques. Donc, en fonction de ces données, on va pouvoir choisir, définir un coût par mètre carré en fonction des différents éléments techniques qu'on va utiliser. Ici, par exemple, si on se base sur les conditions de la HRIO, on est complètement limite. On va pouvoir analyser tous les données techniques, les données des différents types d'équipements et choisir les différents éléments, savoir qu'on peut définir les sources lumineuses, les forces des différents équipements, faire une simulation photovoltaïque. Là, ce qu'on peut faire, c'est un scénario avec deux modèles, à savoir que le modèle, c'est à partir du bâtiment type qu'on a fait dans Revit. Et on va prendre un deuxième bâtiment en prenant en compte les conditions de l'IAI 2030 pour pouvoir justement faire une comparaison sur quel type d'équipement prendre et quel est le meilleur scénario qu'on va adopter sur donc on voit on a une meilleure caractéristique et une meilleure performance. On va pouvoir ici, c'est lui qui va définir quel type d'équipement qu'on va utiliser, quel est voilà, on peut définir les puissances, l'éclairement, et donc sur chaque type d'équipement, on va pouvoir justement ici donc ajouter le scénario avec un archi 2030 pour identifier pour comparer en fait les deux bâtiments. Ici, on a ce premier scénario avec une consommation sur surface sur l'année qui est très importante et qui est complètement optimisé dans un scénario photovoltaïque. On peut aussi faire des simulations ici photovoltaïques. On va voir, bon, ça va un peu vite, mais la surface ici qu'on peut avoir ici le rayonnement solaire par rapport au site sur lequel on se situe. Et c'est ce même analyse qu'on fait ici en ligne, on peut bien sûr le faire en local. On peut bien sûr le faire en local, par exemple, si on fait une étude d'ensoleillement, ce qu'on vient de faire sur Revit, on peut le faire ici, par exemple, sur un petit bâtiment classique. Revit propose ce genre de solution qui va permettre d'identifier le type de bâtiment. On va pouvoir faire une analyse en fonction de surface qu'on veut éclairer, à savoir le niveau du bâtiment, identifier la période sur laquelle on veut faire la simulation, faire une étude d'ensoleillement sur une durée, sur une période, donc définir la période sur laquelle on applique la donnée, on va définir les caractéristiques d'éclairement de l'élément. Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va même pouvoir comparer en fonction de différentes zones. Ici, on va modéliser et générer le modèle analytique d'éclairement ici, donc on va pouvoir afficher le résultat, donc il va chercher les données en ligne en fonction de la localisation et de la géolocalisation du projet, et donc pour pouvoir identifier clairement, voilà, faire apparaître les différents résultats de simulation, d'éclairement en fonction voilà, de l'orientation du bâtiment, bien sûr des fenêtres, et on va voir les zones d'ombre, les zones d'éclairement, les zones qui vont nécessiter forcément d'apporter voilà, plus d'éclairement, plus de lumière, donc à partir de cette analyse. Donc encore une fois, sans entrer dans l'implantation d'équipements techniques, on est dans cette phase où on peut simuler le projet, avoir des graphes de consommation avec des graphes d'éclairement sur le point et présenter et éditer justement ces rapports qui vont être associés au projet.
Et pareillement, à ce niveau, on peut aussi faire analyser. Là, le bâtiment, enfin, le projet de bâtiment est développé, mais on peut très bien travailler sur des volumes et pour travailler justement sur tout l'aspect masque, à savoir qu'autour d'un projet, on peut identifier différents bâtiments, différents corps existants, de la végétation qui peuvent forcément nuire à un projet de photovoltaïque. Donc là, il va falloir identifier des possibilités d'éclairement ou d'ensoleillement du projet. Et là, donc, on va simuler sur une période. Donc, on va sur Revit. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans Revit et on n'a pas besoin actuellement de sortir si on a la solution d'avoir un autre outil pour pouvoir faire ces éléments. C'est complètement intégré dans Revit et pareillement, on va pouvoir faire des simulations de production de photovoltaïque en fonction de ce rayonnement solaire, en fonction des masques et voir la possibilité de production qu'on va pouvoir identifier en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, de la zone géographique. On va définir une puissance de production en fonction de la surface disponible. Donc, on va voir ici concrètement, on a une consommation sur une période donnée. Et pour pouvoir vous en rendre compte, on va pouvoir changer l'emplacement du projet. Par exemple, ici, on était à Paris. Et supposons qu'on va identifier ce projet à Marseille et que donc on va voir clairement qu'on va mettre à jour la maquette et avant voilà, d'optimiser. Aujourd'hui, on a une puissance qui est beaucoup plus importante sur la production en fonction de la position du projet, de la localisation du projet. Il y a des autres solutions qui permettent de faire ça. Je vous propose, je vous parle concrètement, notamment il y a sur Revit, mais il y a aussi sur SketchUp, mais très en amont, qui permettent d'analyser en profondeur, qui va pouvoir concevoir, simuler, analyser, dimensionner tout type de projet photovoltaïque sur des installations sur toiture jusqu'à des grandes centrales solaires. Et donc avec des études de faisabilité, de rentabilité, des simulations, de calcul productif, de dimensionnement d'installations complètes sur la gamme Archelios Pro de Trace Software. C'est une solution qui est très performante sur cette analyse de production analyse de production d'énergie qui est couplée à SketchUp pour pouvoir justement faire ces simulations très en amont. Voilà, un outil qui peut être très utile pour les maîtrises d'ouvrage qui souhaitent justement dans leur phase de préopérationnel simuler justement ce projet en photovoltaïque. Donc en fait, pour organiser enfin ce projet, on va bientôt finir, et on parle bien sûr de collaboration, on va parler d'organisation, de collaboration et de centralisation de l'information. En ces premières phases, la maîtrise d'ouvrage va devoir définir des règles pour pouvoir échanger, pour pouvoir coordonner durant tout le cycle de projet. Donc, à savoir, l'ensemble des équipes vont pouvoir travailler, vont pouvoir être identifiées soit sur une plateforme commune, mais il faut identifier un lieu où le projet va vivre et évoluer avec des règles et justement on va pouvoir rythmer et organiser ces échanges dans les différentes phases du projet. Donc il y a donc différentes normes qui vont couvrir en fait ces échanges. Donc on verra dans les autres binaires comment concrètement on va rentrer dans ces phases et comment, à partir justement de ce volume, on va pouvoir commencer à implanter, faire l'étude de conception de l'installation électrique. Mais dans ces phases, on va identifier ici la phase de réalisation qu'on identifie PIM, qui est toute la partie ici, PIM, modèle de l'information du projet. Donc, on est dans cette phase où ici, on met à disposition du PIM l'information pertinente provenant de l'AIM. Donc ici, sur la partie exploitation, donc, on peut très bien, dans une phase de rénovation, récupérer l'information.
un projet et on rentre dans cette phase de réalisation, d'étude, de conception. Et donc, c'est l'information est gérée ici sur l'aspect réalisation. Et après, on a toute cette phase, donc ici, AIM, qui est qui gère l'aspect exploitation du projet. Et dans ce transfert, on va voir donc cette gestion d'information qui va être couverte par l'ISO 19650. C'est une norme qui va gérer le flux la gestion de l'ensemble de l'information et tout le long du projet. Après, on va avoir la norme ISO 55000 qui va gérer les actifs et enfin l'ISO 9001 qu'on connaît régulièrement qui gère l'organisation, le management de l'organisation du projet. Mais ce qui va vraiment être intéressant, ce qui est nouveau sur l'organisation du projet en BIM, c'est la norme ISO 19650 qui couvre l'aspect réalisation et qui couvre l'aspect ici exploitation. Alors du coup, on va avoir deux déclinaisons, ISO 19650-1 qui fournit des recommandations pour définir un cadre de gestion de l'information, qui va inclure les échanges. Alors du coup, effectivement, si on observe ce graphe, on va avoir autour d'un environnement commun de données, donc une plateforme de type BIM 360, on va pouvoir gérer le projet. Mais en amont, la maîtrise d'ouvrage va effectivement avoir ces phases de pré-opérationnel, d'opération ou d'analyse ou de planification, donc évaluer la capacité, les points initiaux pour pouvoir livrer l'information. Donc dans toutes ces phases de préparation, avant de lancer le projet et de rentrer dans tout l'aspect programmation et conception et faire un programme pour décrire comment la formation va être gérée. Une fois que toutes ces phases sont identifiées, on rentre ici dans la partie conception de la programmation jusqu'au DOE, où on va pouvoir gérer l'information dans des rythmes d'échange, dans des règles qu'on a vues avec les cahiers de charges, les conventions, etc. Et puis, on a cette phase AIM qui est là, où on est dans cette phase d'exploitation. Donc, on reprend ce graphe où on est ici dans la partie réalisation et on est ici dans la partie réalisation. Donc, durant tout le cycle de projet, et après, une fois que le projet il tourne, on peut repartir dans une autre cycle soit de rénovation, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va aussi organiser les échanges, parce qu'effectivement, entre chaque phase, par exemple, entre APS, APD, entre Pro, exécution, on va pouvoir échanger. Donc, l'ISO 19650 va dire comment on va échanger l'information, comment on va valider l'information entre les différents acteurs, entre les différentes demandes, entre les différents livrables. Donc, c'est ce que couvre l'ISO 19650 et ça autour d'un environnement commun de données qui va bien sûr organiser. L'environnement commun de données va être fourni par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre qui va rythmer et organiser le projet. En fonction des différents échanges. Et enfin, justement, le 19650-2, lui, va par contre organiser le processus. On peut parler de BPMN, pour ceux qui connaissent, on peut parler de protocole où on va gérer, identifier les règles d'échange, le processus de la gestion de l'information. Et aussi l'organisation des acteurs. Très important dans un projet BIM d'identifier les acteurs qui vont porter le projet. Le BIM manager, le BIM coordinateur, le dessinateur, le gestionnaire d'information, le chef d'équipe de production, le créateur d'informations. En fait, identifier chaque rôle dans le projet, qui va faire quoi, c'est capital. Et c'est dans un projet où l'acteur électricien va souvent intervenir en tant que coordinateur. Oui, un acteur électricien qui intervient dans un projet, il sera peut-être manager de son lot électrique, mais il sera coordinateur du lot électrique.
de ce coordinateur de l'eau électrique, il va y avoir des personnes qui vont modéliser, qui vont être contributeurs, etc. Donc, très important d'organiser et de répondre, par exemple, à une convention sur la partie exécution. Alors, comment justement vos équipes sont organisées, comment vous allez vous organiser pour livrer l'information. Et l'aspect processus, si je reviens ici encore une fois, l'aspect processus va être très très important parce que sur l'ensemble du projet, le processus, c'est pas que Revit. On va devoir faire des schémas, on va devoir faire des notes de calcul, on va devoir faire du routage de câbles, on va devoir faire du dimensionnement, de la mise en armoire. Tout ça, on va l'aborder dans les autres sessions. Et le processus pour mettre ça en œuvre avec des outils et des formats d'échange, est-ce qu'on va utiliser un format neutre, etc. Tout ça va être le sujet du prochain webinaire. Pour conclure, je conclurai sur cette slide que les attentes du lot électricité, doivent être clairement définies pour chaque phase par la maîtrise d'ouvrage. Donc ici, c'est le cahier de charge, c'est le cahier de charge qui va décrire les besoins. Et donc, la maîtrise d'ouvrage va impulser, notamment dans les conventions, quelles sont les attentes pour pouvoir arriver à une exploitation dans son bâtiment. C'est pour ça qu'on verra justement sur la prochaine session comment on va ouvrir justement, on va passer du temps pour analyser comment sont décrits lorsqu'on va dans cette phase, on va commencer à implanter, on passera du temps pour analyser comment ces documents sont décrits et comment ils vont nous guider dans l'implantation de notre maquette, dans la réalisation de notre maquette BIM. Raison aussi, je reprends aussi ce slide qui est aussi très important, qui va aussi guider le webinaire durant toutes les sessions, c'est mettre en amont le cahier d'exploitation. Savoir que la maîtrise d'ouvrage, qui est au cœur du projet, doit avoir un besoin d'exploitation. Et c'est ce besoin d'exploitation qui va rythmer la réalisation des maquettes. Parce qu'effectivement, si on ne prend pas en compte les besoins d'exploitation et qu'on décrit des maquettes, on fait des maquettes pour faire des maquettes, mais au final, on se retrouve avec une maquette qui ne correspond pas aux besoins d'exploitation. Donc ça aussi, ça va être un sujet qui va être important dans les phases conception et exécution qu'on va développer prochainement. Donc, on a effectivement ce besoin d'évolution avec une simulation de production électrique sur ces phases qui va être importante pour la partie électrique. Et je finirai aussi sur ce besoin, sur la nécessité de se former et d'être sachant et sur le LOBIM, non seulement de se certifier sur les outils, mais de se former sur les processus BIM de coordination, de modélisation et de se certifier, de s'identifier comme un acteur sachant dans le processus. Et donc voilà, il est très important de se former, pas forcément qu'aux solutions Autodesk, qu'aux solutions Revit, mais il faut se former et prendre connaissance de ce données, se certifier aussi. L'aspect certifié est très important, à savoir qu'on est l'un des seuls organismes en France, je crois, qui certifie sur un programme court sur du Building Smart. Donc voilà, ne pas hésiter à revenir vers nous pour ces données. Donc si vous avez quelques questions, je veux bien y répondre. Et donc, alors, bonjour. Alors, slide plateforme collaborative. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ces cas, projet concret avec l'entreprise Spinalcom? Je participe peut-être pas sur le webinaire, sur l'exploitation. Quel est votre retour d'expérience à ce sujet? Alors, effectivement, sur ce qui est important sur l'aspect analyse et notamment aussi sur l'aspect plateforme collaborative, c'est indispensable d'intégrer une plateforme dans ce projet, mais il faut
organiser les échanges. Il faut rythmer les échanges. Alors, je ne sais pas si je comprends très bien la question, mais sur le slide plateforme collaboration, bien sûr, ça fonctionne. Bien sûr, identifier une collaboration, identifier plusieurs acteurs autour d'un projet sans plateforme de collaboration, sans échange, sans lieu commun de données, c'est compliqué. Mais pour que ça fonctionne, il faut tout simplement rédiger les règles d'archivage, les règles de consultation, qui fait quoi, l'aspect l'aspect règle est capital, l'aspect identification des acteurs. Quasiment toutes les plateformes, notamment BIM 360, gèrent très bien cet aspect des rôles des acteurs, à savoir que je suis BIM manager, je gère une équipe, une personne est apporteur de solutions, une personne est apporteur de données, va créer de la donnée, l'autre va consulter de la donnée. Donc oui, effectivement, on a de l'expérience sur ce projet et on peut très bien vous accompagner là-dessus. Oui, c'est bien, de rien. Merci pour ceux qui de rien à vous. Et là, je ne comprends pas ce que vous avez. Bonjour, est-ce que vous avez les sujets zéro pour l'examen CAP électricien? Bah, écoutez, il faudra nous consulter pour ces différents éléments. Donc, je fais la planification de la livraison de l'échantillon. Peut-on imaginer à terme un point d'arrêt BIM à la fin d'une phase pour pouvoir débuter la phase suivante? Et s'il manque des éléments, informations de la part des différents bureaux d'études sur leur maquette numérique, ils doivent se mettre à niveau. Bon, en fait, aujourd'hui, effectivement, encore une fois, ce que je vous disais, en fonction des rythmes de la maîtrise d'ouvrage qui rythme, la donnée, la maquette attendue à une phase, elle est clairement décrite dans les documents contractuels. Et dans les documents contractuels, à savoir que si le projet il est en niveau 2 et que la maîtrise d'ouvrage n'impose pas une plateforme, à savoir qu'il y a différentes plateformes qui travaillent sur le projet, donc tout le monde n'est pas sur Revit, où il y a différentes plateformes, donc on va travailler avec le format IFC pour pouvoir échanger dans un BIM niveau 2. Et là, effectivement, les règles d'export et de contrôle, il y a un aspect contrôle qui est capital dans le processus BIM. Savoir que lorsque j'ai une maquette qui arrive, lorsque j'ai une maquette qui sort, je dois contrôler ma donnée. Je dois contrôler. Et l'aspect contrôle, c'est un vrai volet, c'est un volet sur lequel, sur les autres webinaires, je vais développer justement un petit volet sur l'aspect contrôle, comment il est capital aujourd'hui dans un processus BIM d'instaurer un volet contrôle. Savoir que j'ai une donnée, je sais ce que veut ma maîtrise d'ouvrage à tel moment du projet, je peux contrôler, je vais vérifier que ce que je produis correspond aux attentes. Donc oui, c'est tout simplement mettre en place de la vérification, un processus de vérification. Donc c'est la différence entre un modeler et un coordinateur. La différence entre un modeler et un coordinateur. Donc, la différence entre un modeler et un coordinateur, vous utilisez Revit, vous produisez sur Revit, vous connaissez très bien Revit, vous faites votre métier sur Revit, vous êtes modeleur électricien, architecte, climaticien, vous faites votre projet sur Revit, vous êtes modeleur. Par contre, le coordinateur va organiser les échanges, va organiser la façon dont va appliquer le programme de BIM management pour le lot. Vous allez vous soucier le modeleur s'intéresse à son outil de modélisation pour faire respecter les règles qui ont été définies par le BIM management. Le coordinateur va vérifier, va coordonner l'information entrante et sortante. Parce que vous êtes en train de modéliser,
votre métier, votre temps n'est pas à vérifier que telle donnée correspond bien à telle donnée qui est dans le cahier de charge, à telle donnée et que ça communique bien avec les autres lots, ça coordonne bien entre l'archive. Voilà. Tout cet aspect coordination de la maquette, c'est le BIM coordinateur qui va gérer cet aspect. Lorsque le modeleur, lui, il concentre à sa tâche de modélisation, et lorsque le BIM manager, lui, chapeaute le tout, donne les règles et définit les processus. Voilà, donc bonjour, est-ce que vous avez des... voilà, donc, et encore une fois, pour les éléments, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous orienter sur votre programme de formation, sur le cursus de formation pour votre CAP. Voilà, donc je vous remercie. Donc je pense avoir répondu à l'ensemble des questions et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à une prochaine fois pour donc à donc à donc la semaine du 27 avril. À la semaine du 27 avril où nous allons justement développer la partie BIM côté maîtrise d'œuvre. Sur la phase conception, on va couvrir l'ensemble APS, APD, Pro, DCE. Je serai accompagné de Madame Siem Amokram, qui est la directrice Customer Success de Man & Machine et qui va couvrir l'aspect BIM Management, donc avec une vraie notion qui va apporter des vraies notions de BIM Management et comment cadrer le projet. Et je serai aussi accompagné de Jérôme Mullius de chez Trace Software sur l'aspect justement processus de dimensionnement d'une installation électrique en Open BIM. L'idée, c'est de partir d'une maquette décrite avec une distribution dans Revit, gérer l'export IFC et aller gérer le dimensionnement. Ça, ce sera sur le webinaire du 27 avril. On aura le temps d'en discuter. Mais ce webinaire, il va être super parce que ça va vraiment être un travail à partir d'un format neutre, à partir de l'IFC, à partir de la maquette. On va voir comment on va répondre concrètement à des projets de production, à des besoins de livrables, etc. Donc, toujours, l'idée du BIM, c'est d'avoir un objectif pour pouvoir avoir un objectif BIM pour pouvoir gagner en compétences, atteindre les objectifs, que ce soit 2022, et voilà. On a des idées, on a des statu quo, et on est dans un statu quo où on se demande est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pouvoir le faire, et tout dépend en fait du nombre de personnes qui sont impliquées dans l'implémentation de votre processus BIM en interne. Alors, si vous êtes un bureau électrique et que vous n'êtes pas encore lancé dans la démarche ou difficilement sur un projet qui est tombé, il a fallu répondre. Lorsque l'ensemble des équipes est impliqué, il est plus facile d'atteindre l'objectif que d'être seul à vouloir naviguer. C'est pour ça qu'il faut chercher l'adhésion, provoquer le changement en interne pour vraiment inscrire le lot électrique dans la démarche. Voilà. Donc, ce que j'essaie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'identifier le lot électrique dans une phase sur laquelle on n'est pas vraiment présent. Donc, essayer de trouver des raisons qu'on soit inscrit dans ces phases qui sont indispensables pour moi dans cette phase de production énergétique. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt.